Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. C'est aujourd'hui, lundi 3 octobre, qu'a commencé la Semaine bleue. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministre des Comptes publics ont passé 24 heures en Martinique. L'ex-président Lula est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles au Brésil. Les allocataires du RSA, bientôt obligés de travailler. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'économiste Jean-Marie Noll continue de nous proposer un éclairage ». Les bonnes graisses sont essentielles pour l'organisme. On les retrouve dans les poissons gras, mais aussi les huiles végétales, les noix et l'avocat. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. C'est donc aujourd'hui, lundi 3 octobre, qu'a commencé la Semaine bleue, nous vous le disions, c'est-à-dire la semaine consacrée aux seniors. Cette année, elle a pour thème « Changer le regard sur nos aînés ». Depuis le 21 septembre dernier, la chasse est complètement interdite en Martinique, ce qui provoque la colère des chasseurs qui ont été reçus aujourd'hui par la DEAL. Et ce matin, le personnel du SMTVD, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, est en grève au Robert, siège de la structure. Nous avons des problèmes avec nos ordures en Martinique, mais qu'en est-il en France ? Là-bas, le volume d'ordures ménagères baisse trop lentement pour atteindre les objectifs environnementaux, selon la Cour des comptes qui critique un recyclage du plastique à la traîne comparé aux voisins européens, un pilotage public insuffisant et des données défaillantes. En France, chaque habitant produisait 582 kg de déchets en 2019, un chiffre quasi stable, mais au-dessus de la moyenne européenne sur la dernière décennie. Le gouvernement cherche ainsi à réduire la production d'ordures à 501 kg d'ici 2030, soit une baisse de 15% en 20 ans, qui ne sera atteinte qu'au prix d'une accélération forte de la tendance actuelle, selon la Cour des comptes. Il reste encore beaucoup à faire pour la prévention, le tri sélectif et le traitement des déchets, alors que 80% des 249 kg par habitant d'ordures jetées dans la poubelle fourre-tout pourraient être valorisées si elles étaient triées. Prévu à partir de 2024 et actuellement expérimenté avec succès dans plusieurs territoires, le tri des biodéchets, qui représente un tiers des ordures non recyclées, reste aujourd'hui un enjeu majeur. Notons que la généralisation de la poubelle jaune pour tous les déchets plastiques prévue pour fin 2022 est encore en cours. Parmi les différents leviers recommandés par la Cour des comptes, on retrouve notamment l'élargissement de la tarification incitative. Elle prévoit que les ménages payent les frais du ramassage non plus en fonction de la valeur de leur logement, mais en fonction du volume d'ordures produites. L'État devrait financer 80% du coût de sa mise en place par les collectivités locales, selon la Cour. Et là où le tourisme génère un surplus de déchets, une surtaxe à la taxe de séjour pourrait financer la prévention et la gestion des ordures, selon le principe du pollueur-payeur. Au total, les déchets ménagers représentent 12% des déchets produits en France, mais mobilisent plus de 60% des dépenses, soit environ 16 milliards d'euros, en raison des besoins importants en collecte et en traitement des déchets.
La haute juridiction relève également un dispositif de suivi défaillant avec des indicateurs à la fois trop nombreux et publiés trop tardivement à partir de données locales incomplètes. Deux ministres, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, et Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, ont passé 24 heures en Martinique. Ils ont dit ce que l'on voulait entendre, à savoir que des moyens supplémentaires vont être mobilisés pour mieux lutter contre le trafic de drogue et d'armes dans notre pays. Cette visite a été l'occasion de l'inauguration officielle du nouvel hôtel de police. Ainsi donc, les policiers ne peuvent pas travailler entre midi et 15 heures et les gendarmes ne peuvent pas non plus travailler la nuit. C'est ce que l'on peut déduire du fait que les syndicats de policiers ont demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir assurer la continuité du service public entre 12h et 15h et pendant la nuit pour les gendarmes. Ces syndicats affirment également que dans tel ou tel service, ils sont les moins bien lotis de tous les outre-mer de la France. En réalité, ce qu'il convient de savoir, c'est s'ils sont aussi bien lotis que leurs collègues de France hexagonale. Parce qu'il est évident que, comme dans tout corps de métier du monde, la qualité et l'implication des professionnels est aussi importante que leur quantité. Cela signifie qu'on pourra obtenir autant de policiers que l'on veut. S'ils ne font pas correctement leur travail, ça n'aura servi à rien. La problématique est la même dans l'enseignement. Pourquoi le taux d'illettrés est-il à ce point plus important en Martinique qu'en France, près de 2 fois plus? Est-ce parce que, eu égard au nombre d'habitants et d'élèves, nous disposons de moins d'enseignants que dans l'Hexagone? C'est la question qui peut se poser, là aussi. Une maison de protection des familles mise en place par France Victimes est désormais opérationnelle à la gendarmerie de Redoute. Elle a pour vocation d'accueillir les enfants qui seraient victimes de maltraitance au sein de leur famille. Et à l'occasion de son passage en Martinique samedi, le ministre de l'Intérieur a évoqué l'utilisation de drones pour garder nos frontières. Mais a-t-il observé lui-même, derrière les drones, il y a forcément des hommes. Et c'est là que semble exister le problème. Dès lors, puisqu'il est question de la protection de nos frontières et d'armes à feu autant que de drogue, la proposition faite par l'ancien maire du Vauclin, Raymond Aucollier, il y a plusieurs dizaines d'années d'impliquer l'armée dans cette bataille, est plus que jamais d'actualité. En même temps qu'elle investit dans la formation professionnelle avec le succès que l'on sait, mais ce n'est tout de même pas sa mission première, l'armée en Martinique pourrait éventuellement se doter d'un régiment de drones pour garder nos frontières. Demain, mardi 4 octobre, à la salle des délibérations de l'hôtel de la CTM à Cluny, aura lieu à 16h une rencontre entre les socioprofessionnels et les élus dans le cadre du cycle de conférences du Congrès des élus de Martinique. Les Martiniquais, puisque l'on se console comme on peut, sont contents d'observer que dans certaines régions de France, la perte en eau potable dans les canalisations s'élève à 30%, à peu près la même chose que chez nous. Et à La Réunion, c'est pire, 37,6%. Et le pire du pire, c'est la Guadeloupe avec 43%. L'ex-président Lula est donc arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles au Brésil. Avec 48,4% des suffrages contre 43,2% pour Jair Bolsonaro, l'ex-président Lula est arrivé en tête du premier tour des présidentielles brésiliennes. Mais l'écart entre les deux candidats est moindre que prévu, puisque certains observateurs estimaient que Lula avait des chances de l'emporter dès le premier tour. Le second scrutin aura lieu le 30 octobre. Entre-temps, il sera vital pour chacun des deux finalistes de conclure des alliances avec d'autres partis. Le soutien de Simone Tebet, notamment, qui arrive en 3e position avec 4,2% des voix, pourrait être précieux. Au cours de la campagne, elle avait fait savoir qu'il n'était pas question qu'elle appuie Bolsonaro. Ces consignes de vote sont donc attendues avec impatience par les partisans de Lula, qui espèrent que, si elle s'exprime clairement en faveur de ce dernier, elle sera suivie par ses électeurs.
Dans le cadre des travaux d'aménagement du carrefour giratoire à Maupeou sur le territoire de la commune de Rivière-Salée, des travaux de réfection de chaussée se dérouleront mardi le 5 octobre, jeudi 6 octobre de 21h à 5h du matin. Au Brésil, le joueur de football Neymar a affiché sur les réseaux sociaux son soutien à Jair Bolsonaro. L'homme politique a affronté son adversaire socialiste Lula ce week-end lors du premier tour des présidentielles. Parmi les sportifs brésiliens, cet engagement n'est pas un cas isolé. En effet, très rattachés aux valeurs évangélistes d'autres stars du foot comme Ronaldinho, ont aussi soutenu le président sortant. Neymar a néanmoins essuyé quelques critiques sur Twitter lui reprochant de soutenir un candidat populiste. On parle de démocratie et d'un tas de choses, a répondu le joueur. Mais quand quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre. De son côté, l'attaquant du PSG, Lucas, a eu la dent encore plus dure contre l'adversaire de Bolsonaro. Lula soutient tout ce à quoi je suis opposé, l'idéologie de gauche, le socialisme et même le communisme qui n'est rien d'autre que du nazisme. Soutenir Lula est presque impossible, a-t-il affirmé. Des qualificatifs forts davantage attribués en Occident à Jair Bolsonaro. Alors que souvent, ils ont acheté des véhicules diesel parce que le gazole était moins cher que l'essence sans plomb, les propriétaires de ces véhicules sont dépités parce que depuis un certain temps, c'est le contraire. Le sans-plomb est moins cher. Ainsi, actuellement, le gazole est à 1,72 € le litre, alors que le sans-plomb est à 1,52 €. De demain, mardi 4 jusqu'au samedi 8 octobre, la ville de Trinité, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une fois de plus la Semaine Bleue. Il s'agit de 4 jours particulièrement consacrés aux seniors. Le thème national cette année, c'est « Changeons notre regard sur les aînés ». Brisons les idées reçues. Au programme concocté par la ville, il y a 4 temps forts, un par jour, des débats et des causeries le mardi, la mise en beauté des seniors le mercredi, la sérénade pour les seniors dans les quartiers le jeudi et une marche et un petit déjeuner intergénérationnel le samedi. Les autorités allemandes n'ont pas exclu de mener leur propre enquête sur l'état d'urgence à Nord Stream. Le ministre allemand de la Justice et de la Protection des consommateurs a déclaré qu'il pourrait s'agir d'un sabotage anticonstitutionnel. Il n'a pas exclu la diligence d'une enquête allemande sur l'affaire. Peut-être qu'un crime a été commis ici, à propos duquel le bureau du procureur général peut prendre en charge les poursuites pénales, a-t-il déclaré dans une interview publiée dimanche dans le journal Le Bild. Les incidents se sont produits en mer Baltique, dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède. Mais pour l'homme politique allemand, ils entraînent des conséquences pour son pays. Dès lors, le but d'une enquête serait d'appréhender les criminels et de les faire juger en Allemagne. De son côté, la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que l'Allemagne, le Danemark et la Suède souhaitaient créer une équipe d'enquête conjointe pour clarifier les circonstances de ce qui s'est passé sur les pipelines. Le CLAGE Martinique et ses partenaires lancent un nouveau dispositif numérique à destination des 15-30 ans, la Boussole des jeunes. Cette nouvelle plateforme de services et d'informations intuitives contient d'ores et déjà une corbeille de services animés par un ensemble de partenaires ressources, acteurs du logement, de l'hébergement, de l'action sociale et de l'économie sociale et solidaire. Jeudi, le 6 octobre, donc à 9h, heure de France, Jean-François Carenco, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer, sera auditionné par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Il est possible de suivre en direct cette audition sur le site internet du Sénat, en direct, c'est-à-dire à 3h du matin, heure des Antilles. Il est dommage que les membres de la délégation sénatoriale aux Outre-mer n'aient pas pensé à ce petit détail. 30 000 recrutements sont prévus dans le cadre du programme Service civique Génération 2024. Ce programme a été lancé en début d'année par l'Agence du service civique Paris 2024 et le Comité national olympique et sportif français.
Il doit permettre aux Jeux olympiques de Paris de rayonner sur les territoires labellisés Terre de Jeux, mais aussi sur tous les autres. En effet, les missions peuvent viser à promouvoir la pratique sportive féminine ou à faciliter l'accès aux sports de publics qui en sont éloignés, à développer des projets de sport santé avec des EHPAD, à lutter contre les discriminations et les violences dans les différentes disciplines, ou encore à contribuer à des projets d'éducation à la citoyenneté et à l'écologie ou de lutte contre le décrochage scolaire par le sport. Des actions doivent également être développées dans les QPV, quartiers prioritaires de la ville, et les ZRR, zones de revitalisation rurale. Enfin, certaines missions sont liées aux nouvelles disciplines olympiques, telles le roller ou le skateboard. Les comités sportifs départementaux se sont déjà bien emparés de ces nouvelles missions, surtout à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Rappelons qu'ouvert à tout jeune de 16 à 25 ans, 30 ans en cas de handicap, le service civique permet de s'engager pour 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général à raison de 20 à 35 heures par semaine. Les jeunes reçoivent une formation à la citoyenneté et aux premiers secours. Le but est qu'ils acquièrent des capacités d'adaptation, de prise de parole, de fiabilité, d'engagement et d'interaction avec des publics mixtes. Ces compétences utiles dans le monde du travail sont d'ailleurs identifiées et évaluées par le tuteur du jeune qui peut aussi l'aider à construire son projet professionnel. Les allocataires du RSA bientôt obligés de travailler, c'est une des mesures annoncées par Emmanuel Macron, le président de la République. Alors en campagne présidentielle, elle prévoit l'imposition d'un certain nombre d'heures de travail pour pouvoir toucher le RSA. 10 régions vont expérimenter cette nouvelle mesure. Un RSA en échange de 15 à 20 heures de travail. Certaines régions se sont portées volontaires pour cette expérimentation. C'est entouré d'une douzaine de musiciens que Jocelyne Béroir a donné 2 concerts à l'Atrium ce week-end. Elle a enchanté un public venu nombreux et conquis d'avance, il est vrai. Le 22 octobre, elle sera au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe et le 19 novembre au Folies Bergère à Paris. Il est également question d'un concert à la Dominique. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? Sondage. Sondage. C'est pas un pas vers l'autonomie, parce que nous, on nous embout de toute espèce de choses. Mais je prends par exemple, M. Letchimi a parlé des divisions, qu'on ne pouvait pas traiter les terrains. Maintenant qu'on est prêt à appliquer, on nous dit oui, mais il faut qu'il y ait un gérant métropolitain, puisqu'il nous dit qu'on n'a pas le droit de l'être. Alors ça sert à quoi? Quelle autorité qui puisse avoir pour faire quoi? Nous avons tous les mêliers. Et ça c'est pas bon, parce qu'on ne peut pas remettre une loi en question pour 2 départements. Or nous, Martinique, Guadeloupe, nous avons des trucs communs. On ne peut pas les revendiquer à l'Assemblée nationale, puisque c'est minime. Alors moi je crois que parler d'autonomie, parler d'indépendance, c'est quelque chose. Mais il faut savoir ce dont nous avons besoin et que le peuple puisse parler. Je vois par exemple, vous posez des questions dans une journée, vous dites, bon, ben, comme RCI fait des coups de gueule comme ça, tout le monde parle de toutes choses. Mais si on prenait une journée, par exemple, pour parler de la maçonnerie, une journée pour parler de ça, on aurait eu un débat à laquelle le peuple pouvait adhérer. Mais nos élus là, après l'élection, ils sont assis, mais ils ne peuvent rien faire. Hein. Ils n'ont pas d'autonomie. Parce qu'ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Ce que nous leur donnons à faire, on ne tient pas compte de nous, alors voir ce qu'il faut faire. Moi, j'estime qu'il faut que le peuple puisse avoir davantage de possibilités à parler. Quand même, il y a un élu en place, mais qu'on pose des questions au gouvernement et à l'élu. Mais le peuple, après les élections, le peuple, il est où? Ils ont le pouvoir, ces gens-là? Je ne pense pas. Comme je dis, c'est un peu complexe parce qu'en fait, on ne sera jamais autonome si on dépend de la France.
Et bon, peut-être que ça peut se faire un jour, mais bon, pour le moment, on est obligé comment dire, tout le monde réclame par exemple l'indépendance, et personne ne veut lâcher la CAF. Voilà. Et après, les aides, on ne peut pas avancer sans les aides. Même les professionnels, les aides dépendent de l'Union européenne et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et bon, après, peut-être qu'un jour on peut croire à ce rêve, l'autonomie. Mais bon, on leur donne le pouvoir quand même. Et puis on va voir ce qu'ils vont faire pour nous. Bonjour, eh bien écoutez, j'ai envie de dire ça aurait pu. Maintenant tout dépend de ce que eux prévoient et ont en fait comme projet réel pour la Martinique. C'est-à-dire que si c'est pour leur donner du pouvoir et qu'ils le gardent et n'en fassent pas grand-chose, du coup ça servira pas à grand-chose non plus. Oui, je pense que c'est une bonne chose vers l'autonomie, pas vers l'indépendance, vers l'autonomie. Comme ça, voilà, quand on aura un problème, ils pourront, d'après ce qu'ils auront obtenu, ils pourront décider, par exemple, nos infirmières qui sont en pied et qui ont des enfants et qui peuvent rien faire. Là, je trouve que c'est un peu gros. Ben oui, je pense, oui, pourquoi pas. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Alors, je ne pense pas, dans la mesure où les années passent et on ne voit rien. Il y a des élections, mais on ne voit rien venir. Donc, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.